Eh bien, bonjour à tous. Je peut-être souhaitais vous glisser quelques excuses déjà pour nos quelques minutes de retard. On était un peu égarés dans les couloirs. La chose est faite. Nous sommes donc là ensemble pour discuter des Alpes, une région européenne en construction, avec vous dans le cadre de ce festival de géopolitique et avec donc messieurs Évrard et Raja que je vais rapidement vous présenter. Je suis donc pour ma part Alexandre Mignotte, je travaille à la métropole de Grenoble. Je m'occupe notamment de tout ce qui est lié à la montagne dans le territoire métropolitain et aux relations aux parcs naturels régionaux. Et j'ai également beaucoup travaillé sur ces mécanismes et ces dispositifs européens et notamment à leur application à l'échelle des Alpes, de l'arc alpin. Ce qui m'a d'ailleurs amené à plusieurs reprises à rencontrer les deux intervenants ici présents. Je commencerai honneur à notre invité étranger par Raffaele Raja. Donc Raffaele, vous êtes italien, lombard, milanais, et vous dirigez donc la délégation de la région Lombardie à Bruxelles. Nicolas Évrard, vous êtes maire de Servoz, commune de Haute-Savoie, à l'entrée de la Haute-Vallée de l'Arve. Et vous êtes également membre du comité de massif des Alpes, instance dont on pourra peut-être dire quelques mots lors de nos échanges. Et vous y tenez un rôle majeur pour plein de raisons, mais notamment au titre du groupe de travail international de ce comité de massif. Et vous pourrez peut-être justement nous éclairer sur l'intérêt de cette instance particulière au niveau français pour la macro-région alpine. Je vous propose de rentrer directement donc, dans le sujet. Une simple petite question, puisqu'on s'est dit qu'on pouvait commencer comme ça. Qui d'entre vous a déjà entendu parler de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne sais pas combien vous êtes. 12, 13, voilà. Bon. Je ne sais pas combien on peut dire ça. Il y en a quoi ? 15%. Voilà. 1 sur 10. Donc le défi est grand parce qu'il y a déjà un premier défi de connaissance et après d'analyse ou de compréhension voilà, et de recul en sachant qu'on a affaire à un dispositif très jeune. Alors je n'ai pas, au regard du peu de temps dont on dispose pour discuter de tout ça et surtout de l'éloquence de nos deux intervenants sur le sujet, vous le verrez, vous l'entendrez, et je vous invite aussi à en discuter avec eux. On s'est dit qu'on n'allait pas vous faire un exposé introductif d'un quart d'heure qui, comme vous le savez, dérive souvent sur 20 minutes, voire plus, pour vous dire ce que c'est que la SUERA en détail. On vous invite plutôt vous-même à en acquérir la connaissance par l'interaction, par les échanges avec les intervenants. Je vais quand même vous en dire 2 mots. Donc, c'est assez compliqué quand même, cette question de macro-région au niveau européen. C'est issu d'une réflexion au début des années 2000, principalement à l'échelle de l'Adriatique, où a commencé à se monter une réflexion sur les pays bordant la mer Adriatique, qui présentaient différentes problématiques, différents enjeux, notamment en matière de défense et de commerce maritime. Et à partir duquel s'est installée une discussion dans les instances européennes, amenant la Commission, les instances européennes, à réfléchir à la pertinence de dispositifs de coopération plurinationaux à l'échelle de territoires, de bassins censés faire sens, oui, selon différents enjeux, justement, peut-être à définir, à travailler, à creuser ensemble. Et de là se sont montées, donc, aujourd'hui, progressivement, 4 stratégies macro-régionales existantes. Donc, une sur
la Baltique, pardon, excusez-moi, j'ai confondu l'Adriatique parce qu'il y en a une autre Adriatique également. Donc en premier Baltique, puis le Danube, l'Adriatique méridionnienne, et la dernière, donc la Suira, ou aux Alpes en anglais, European Strategy for the Alps, donc initialement lancée en 2016. La particularité de ces objets, c'est qu'ils sont régis par une gouvernance un petit peu complexe dont les membres vous en diront quelques mots, qu'ils ont en charge de se définir un programme d'action, là aussi avec les travers dont Raffaele nous parlera certainement, puisque pour anticiper sur les débats, cette macro-région alpine dispose d'une présidence tournante, et cette année, c'est l'Italie, et via une délégation à la région lombarde, qui en assume la présidence, donc avec un objectif majeur de mise en charge de ce plan d'action et de ses priorités. Donc, objet un peu particulier, gouvernance un peu particulière, un programme d'action qui a ses avantages et ses inconvénients. Et puis surtout, on en discutait encore tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de directive particulière. Ces objets macro-régionaux reposent sur un document particulier de l'Union qu'on appelle des commissions, des communications. Voilà. Tout est lié à des documents dont la force, l'efficience juridique est assez molle, pour ne pas dire inexistante. Donc on est sur un objet qui repose principalement sur le bon vouloir de ces acteurs, à savoir principalement les États et les régions. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments à questionner. Et je vais donc m'asseoir d'abord. Et puis, à Seigneur tout honneur, puisque donc Raffaele, vous venez via la région Lombardie de prendre la présidence de cette stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Je commencerai par une question assez basique. Qu'est-ce que cette stratégie macro-régionale alpine, cette stratégie, cet objet, cet dispositif européen peut potentiellement, selon vous, apporter véritablement à l'arc alpin, et comment, via cette présidence italo-lombarde, vous entendez y contribuer? Merci, merci pour l'invitation, merci pour m'avoir invité, pour me donner l'occasion de parler de la présidence italienne et de la Suira en certaines manières. Excusez-moi, ma voix ce matin n'est pas la meilleure, et mon français aussi. Et donc, en parlant de la Suira, vous avez déjà mis en évidence une chose très importante. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'argent. Donc, qu'est-ce que la stratégie européenne pour la région alpine? Ça, c'est le nom de la Suira, le nom étendu. Et vous avez justement dit un dispositif. Je dirais plutôt, comme le disent mes amis des affaires étrangères italiens, un exercice, donc quelque chose qui va se refaire tous les jours entre les bonnes volontés des régions et des États qui y font part. La région alpine, du point de vue de la stratégie, donc comment la stratégie se détermine dans les documents européens, vous avez entendu, c'est une communication de 2015, juillet 2015, c'est une communication de la Commission européenne et un plan d'action qui, évidemment, décrit des choses à faire, des objectifs de long terme. Et dans les objectifs, il y a 3 piliers de cette stratégie. Le premier pilier est l'économie. Le deuxième pilier, les transports. Mais les transports, disons mieux la connectivité, c'est-à-dire la connectivité réelle, physique des transports, et la connectivité de l'Internet, des lignes, évidemment, informatiques. Le troisième pilier, c'est l'environnement. Évidemment, on ne pouvait pas manquer l'environnement. C'est un défi très important au niveau de la région alpine. Et la région alpine, donc, se voit dans les frontières qu'on a fixées,
sont les frontières des 48 régions, ça veut dire 22 régions plus la Suisse qui en a 26 normalement, mais là c'est quelque chose de différent. Si vous voulez, on va parler de la Suisse, mais disons que tous les États, les 7 États qui sont dans l'arc alpin sont compris. Et mieux, les régions qui font partie de cette stratégie sont les régions de la Bavière, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de la France. Et bien sûr, la Slovénie n'a pas de région. Donc, elle va le faire maintenant. Mais la chose la plus importante, je pense qu'il faut dire maintenant, est que la stratégie alpine naît de l'impulsion des régions. Donc, ça veut dire que les régions sont à l'origine de cette stratégie. Les États ne la voulaient pas, puis ils ont accepté. Ils ont accepté la stratégie alpine, mais comme tous les États, normalement, je parle du point de vue régional, évidemment, et on a une discussion continuelle avec l'État pour comment gérer et où diriger la stratégie macro-régionale. Il y a une sorte de coopération entre les régions. La coopération s'est faite toujours, existe depuis longtemps, donc on ne l'a pas inventé avec la stratégie alpine. Mais la stratégie alpine, ça veut dire qu'au début, on voulait faire quelque chose de plus important, quelque chose de plus durable que les projets des différents programmes qu'on a déjà, des programmes transfrontaliers, c'est-à-dire Italie-France, Italie-Autriche ou France-Suisse. Donc, quelque chose qui soit plus au niveau des grandes échelles. Et évidemment, des grands enjeux qui sont à cette dimension. Donc, il y a une dimension, si vous prenez l'exemple de la Baltique naît pour la gestion après la chute du mur de Berlin et donc l'accès aux pays de Nord-Est, aux pays ex-soviétiques, naît pour la gestion de la mer Baltique. Donc il y avait beaucoup de problèmes de pollution, problèmes de transport, et évidemment les États qui sont au bord de la mer Baltique ont pensé faisons quelque chose de différent. Donc on imaginait de faire une forme de coopération fondée sur la poussée individuelle des États. Donc, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, comme on vient de dire. Et c'est la même chose pour la région alpine, du point de vue qu'il n'y a pas encore de règles. Après presque 10 ans qu'on a commencé à parler de cette région, on est au même point, au point où il n'y a pas de possibilité d'introduire le concept de macro-région dans les documents de la Commission européenne et de la programmation, de la planification au niveau européen. Donc il y a quelque chose de contradictoire, si vous voulez, parce que d'un côté, la Commission et les institutions européennes ne peuvent pas empêcher les régions et les États de commencer cette discussion et cette opération de coopération sur le terrain. Et d'autre côté, ils doivent garder, on dit en latin, le statu quo, c'est-à-dire la situation réelle sur le terrain des États, donc les rapports entre les États et les régions. Donc là, c'est la difficulté des stratégies, de toutes les 4 stratégies qu'il y a maintenant, la difficulté de progresser et de réaliser des choses qui, évidemment, soient au niveau d'être compris par les peuples, les citoyens. Donc là, je voudrais passer immédiatement, mais je voudrais faire un petit discours sur la base de la SUERA et des stratégies macro-régionales. Donc pour dire que nous sommes dans un contexte de difficulté et de peu clarté, si vous voulez. Donc dans ce contexte, on va chercher de faire des choses. Et là, c'est l'idée de la présidence tournante, parce que nous, on a 7 États, on a beaucoup de régions impliquées, et pour faire en sorte qu'il y avait un engagement réel des institutions et des politiques, on a décidé de faire une présidence tournante. Comme vous savez, quand il y a une présidence tournante, ce n'est pas facile. La chose la plus importante, c'est de garder la continuité de l'action. Puis, on va voir, si vous voulez, quelles sont les actions et où on veut aller.
Mais l'important, c'est de garder une ligne de continuité. Donc, la présidence tournante cherche à garder ce principe entre la présidence qui précède et la présidence qui suit. Dans notre cas, la présidence qui précède est la présidence tyrolienne du Tyrol. Vous savez, quand je dis Tyrol, ce n'est pas l'Autriche. Ça veut dire qu'il y a un État fédéral, donc le Tyrol est autonome sur le point de vue de gérer la stratégie. Ce que nous, en Italie, on ne peut pas faire, et je pense en France aussi. Parce que, vous savez, Italie et France ont presque la même architecture institutionnelle. Puis, en Italie, on a un peu plus de pouvoir au niveau régional, mais l'État centraliste, si vous voulez, c'est la même chose. Et puis, on a la présidence italienne en 2019, et 2020, on aura la présidence française. Donc là, nous, si vous voulez, je reviens à la question initiale. Non, mais si vous voulez... Si, très bien. Non, moi, je pensais juste à quelque chose à vous entendre. On pourra revenir en quelques mots à la présidence italienne. Mais finalement, à travers ce que vous avez dit, et notamment le côté un peu... vous avez dit, on n'a pas beaucoup avancé. Ça fait une grosse dizaine d'années qu'on travaille sur cette stratégie macro-régionale, que, à la différence d'un autre dispositif de coopération transnationale à l'échelle de l'arc alpin, donc qui s'appelle la Convention alpine, qui est un traité de droit international signé par les 7 pays de l'arc alpin, plus la principauté de Monaco, qui dispose, comme beaucoup de traités internationaux, d'un plan d'action très établi, de protocoles d'application, d'un secrétariat de mise en œuvre, etc. etc. Donc la macro-région alpine s'est aussi beaucoup construite à l'initiative des régions en défendant ces dispositifs un peu trop étatiques, un peu trop promptes à produire de la littérature grise et pas beaucoup mieux, quand on cherche vraiment à mettre la tête sous l'eau au dispositif. Donc là, les régions sont allées un peu chercher finalement l'échelon européen pour porter la voix des Alpes, mais finalement, j'ai à vous entendre l'impression que peut-être que l'échelon européen n'est pas apte encore à bien entendre l'initiative issue d'échelle régionale pour arriver à structurer plus que des exercices ou même plus que des dispositifs, mais de vraies organisations territoriales, macro-territoriales, ayant sens et force et pouvoir à l'échelle européenne. Mais c'était une simple réflexion que j'avais à vous entendre. Vous pouvez toujours réagir, ou vous-même pouvez toujours réagir. Peut-être, et sinon, quelques mots sur le contenu de cette présidence italienne, et puis on ferait un petit voyage vers Nicolas. Bien sûr. Excusez-moi si je suis un peu long sur ce point, mais vous venez de dire sur la Convention alpine, et c'est exactement l'opposé. C'est exactement ce que nous ne voulions pas faire à l'origine, mais que, évidemment, ça fait en sorte que la Convention alpine marche bien, peut faire des choses, parce qu'elle a une structure, elle a des lois, elle a des traités internationaux. Donc, c'est bien placé dans le statut de l'Europe, des États. Donc, c'est quelque chose de contraignant. Et évidemment des finances. Donc, c'est les trois choses que nous, on ne peut pas avoir. Nous, la stratégie alpine, les stratégies macro-régionales en général. Comme vous l'avez rappelé, donc, il est inscrit, gravé dans le marbre, que sur les dispositifs macro-régionaux, c'est la règle des 3 no's. No funds, no specific organizations, no rules. Voilà, donc no new rules. On construit, on fait tout avec l'existant. C'est pour ça, comme je vous disais tout d'abord, au départ, ça repose vraiment sur la bonne volonté des parties prenantes à construire ensemble, à mutualiser, à partager des ressources et des dispositifs existants pour en créer de nouveaux, peut-être plus pertinents à cette échelle. Bon, je ne veux pas revenir sur ces sujets, mais s'il y a des questions, je y reviendrai volontiers, parce que c'est vraiment très intéressant à comprendre comment on peut aller progresser dans ce domaine. Sur la présidence italienne, je voudrais dire qu'il y a si vous voulez, un problème de méthode initiale que nous avons abordé comme région, parce que
nous, on ne pouvait pas, comme je vous ai dit, faire une présidence lombarde ou présidence piémontaise ou des différentes régions. Parce que nous sommes 8 régions, 27 millions d'habitants, c'est presque un tiers de la région alpine, qui c'est 80 millions d'habitants. Et donc, nous, la première chose qu'on a fait, un accord signé avec l'État. Donc, l'État nous a livré la présidence tournante de la SUERA, mais sous condition de faire un accord, c'est-à-dire un instrument officiel qui est signé par les parties prenantes et qui est inscrit dans le registre. Donc, c'est quelque chose de très bureaucratique, mais qui nous donne maintenant la possibilité de gérer et d'organiser la présidence au niveau des régions. Donc ça, c'était la première chose, parce que nous sommes une présidence, si vous voulez, plurielle. C'est-à-dire que nous, on va, comme région Lombardie, coordonner les autres 7 régions et provinces autonomes, parce que nous, on a une diversité à l'intérieur du nord d'Italie de régions qui sont régions de mer, régions de montagne, régions comme la Lombardie qui sont de plaine et de montagne, et qui ont des économies complètement différentes, et aussi des langues différentes. Parce que nous, on a, même en Italie du Nord, on a l'allemand, on a la langue française au Valais d'Aoste, donc il y a des régions bilingues, et il y a toute une situation qui est très compliquée à gérer, très compliquée à coordonner. Mais du moins, nous, en Lombardie, on a essayé de faire ça. Nous coordonnons depuis longtemps les régions dans la région alpine, donc dans la stratégie. Donc, on a cette situation maintenant qu'on peut gérer la présidence tournante. Donc, ça, c'était le premier point méthodologique. Et puis, du point de vue des contenus, nous avons mis en évidence le sujet de l'économie verte. Et c'est un mot qui est vraiment très, très utilisé partout. Et nous, on cherche de réaliser des choses, de faire des conférences, de progresser dans certains projets, évidemment en déclinant cette économie verte dans différents sous-sujets, si vous voulez. C'est-à-dire, on peut le voir du point de vue économique, du point de vue évidemment de l'environnement, de la durabilité, de comment faire en sorte qu'il y a le cycle de l'économie, donc l'économie circulaire, comme on dit aujourd'hui. Et là, c'est le fil rouge qui connecte ensemble tous les événements et les initiatives que les différentes régions vont mettre en place pendant cette année. L'autre chose pour nous, c'est très important d'impliquer les autorités locales. Jusqu'à présent, on a eu des stratégies partout. On ne parle pas des stratégies du Baltique. La Baltique, c'est presque que l'État. La stratégie du Danube a commencé à impliquer les régions. Et puis, c'est avec la stratégie alpine que les régions ont eu une grande puissance, si vous voulez, au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que là, on est presque toutes les régions ensemble à un certain niveau de pouvoir, de capacité d'administration. Alors, notre enjeu, c'est d'impliquer les autres niveaux. On parle en général de multi-level governance, de gouvernance multiniveau, c'est-à-dire d'impliquer les autres différents niveaux qui approchent le citoyen, donc les provinces, je pense les départements en France, et les communes, évidemment, parce que la commune, c'est le premier point de réponse aux citoyens. Donc, pourquoi pas impliquer les communes dans le défi de la stratégie alpine. Ça, c'est très, très difficile, parce que si vous pensez que nous avons en Italie du Nord, dans les régions de la SUERA, 3500 communes, donc c'est que pour l'Italie. Donc, si vous voulez penser à toutes les communes qui sont autour des Alpes, ça devient un peu compliqué. Mais de toute façon, notre intérêt et notre volonté, c'est de faire connaître la stratégie. Ici aussi, on a évidemment un gap de connaissances
un défaut de connaissance de la stratégie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faudrait que la stratégie soit plus bien connue et on puisse la diffuser partout. Le niveau de continuité avec la présidence française, c'est évidemment que si nous allons vers cette direction, le Tyrol a pris l'initiative d'impliquer les jeunes à différents niveaux. Nous voulons progresser sur cette démarche et élargir encore vers le niveau des autorités locales. Je suis sûr, je suis évidemment en contact, nous sommes tous en contact avec la présidence française et je pense que là, on aura encore plus de participation et d'implication au niveau des autorités. Ça, c'est pour la présidence italienne. Je pense que pour le moment, je m'arrêterai. Merci, Raffaele. Alors, merci. Je vais tenter une transition, le mot est à la mode. Donc, on a compris que la région alpine ou peut-être une utopique unité alpine était posée, mais un peu en écho à la question que j'ai posée à Raffaele. Donc, Nicolas, si la question est de savoir ce que la SUERA apporte à la région alpine, est-ce qu'on peut faire l'exercice inverse et se demander ce que les Alpes, c'est hypothétique, ou ce qu'on essaie de construire, qui serait une région alpine, apporte à l'Union européenne, et notamment en quoi elle contribue à la construction ou à la consolidation. On sait que ce n'est pas forcément l'âge d'or de l'Union européenne. Cette conférence joue d'ailleurs, sauf erreur de ma part, le titre est Union des unions européennes. Je pense que l'actualité est assez brûlante sur le sujet. En quoi un dispositif comme celui-là peut donc contribuer à une entreprise de construction européenne de votre point de vue ? Merci pour l'invitation aux organisateurs de la conférence et merci à vous tous et toutes d'être présents ce début d'après-midi pour un sujet un peu ardu finalement, mais qui nous plonge effectivement au cœur du fonctionnement de l'Union européenne dans ce que Raphaël a appelé effectivement la gouvernance à multiniveau. Gouvernance à multiniveau, en fait, la Commission européenne s'interroge sur la gouvernance de façon un peu transversale depuis le début des années 2000, sentant bien qu'effectivement, il y avait un petit loupé quelque part dans la grande période d'intégration des années 80-90, notamment sous l'impulsion de Jacques Delors. Il y a un hic à partir de la fin des années 90, début 2000, et il y a, comme qui dirait, une rupture qui se crée entre les différents niveaux. Donc la Commission s'interroge pour essayer de repenser un peu le fonctionnement de l'Union européenne. Les traités, le traité de Nice est plutôt un échec. Il faut reconnaître que les Français n'ont pas été très bons sur leur présidence pour le traité de Nice. Mais le débat est sur la table durant toutes les années 2000. Et effectivement, on est un certain nombre, soit d'autorités régionales, soit d'acteurs en réseau, représentant d'ailleurs des autorités régionales ou territoriales, à essayer de pousser dans les années 2000 une logique territoriale. C'est-à-dire qu'on a la politique de cohésion depuis les années 80, la politique dite régionale, mais il manque un objectif à l'Union européenne, qui est l'objectif de cohésion territoriale. Il était principalement une cohésion économique et sociale, et il manque cette dimension des territoires. Et peut-être qu'effectivement, les Italiens, les Français et quelques autres, on a beaucoup poussé pour cette dimension des territoires. Et on a essayé de faire le lien progressivement avec justement ce sujet de la gouvernance. On confond souvent en France, et pas qu'en France, la question de la gouvernance et la question du gouvernement. Et les échanges qu'on a déjà sur cette stratégie macro-régionale prouvent que ce sont deux sujets très très proches, mais qu'on a du mal à trouver les limites entre les deux, et que l'enjeu pour la stratégie, il faut bien le percevoir d'abord comme un enjeu de gouvernance. Donc, je vous dis que la question de la gouvernance apparaît à peu près en 2001. La Commission fait un livre blanc sur la gouvernance. Et la question territoriale, et notamment de la cohésion territoriale, arrive très clairement dans le débat avec le traité constitutionnel, puis le traité de Lisbonne, sa fille cachée quelque part, son fils caché. Dire qu'un traité est un fils, je ne sais pas, qui parle de cohésion territoriale en 2008. Mais
j'insiste sur le fait que l'Union européenne est un processus finalement un peu inachevé. Et si on veut comprendre ce que les Alpes peuvent donner à l'Union européenne, c'est justement de le voir comme un processus inachevé entre deux grandes tendances qui sont importantes en géopolitique. C'est évidemment une logique plutôt centralisée, intergouvernementale, où les États sont les vrais patrons, et c'est encore le cas aujourd'hui avec le Conseil, qui est l'organe qui, en dernière analyse, décide des enjeux et des politiques européennes, et une logique évidemment fédérale depuis les années 80, où un certain nombre de sujets sont transférés et sont de compétences communautaires, avec notamment la codécision entre le Parlement et le Conseil. L'Europe arrive finalement à 27, 28 à un moment. On ne sait plus trop aujourd'hui si on est 27 ou 28. Les Britanniques nous le diront peut-être un jour, si eux-mêmes savent où ils sont. Et se pose évidemment la question qu'évoquait à la fois Raphaël et Alexandre, de cette gouvernance à multiniveau entre ce que j'évoquais, le niveau communautaire, donc très intégré, le niveau intergouvernemental, et puis le niveau interrégional. Vous avez peut-être entendu parler, pour certains d'entre vous, d'Interreg, cette coopération entre les régions, ces réseaux de régions dont l'Association européenne des élus de montagne a fait partie ou fait partie. Les questions transnationales, effectivement, sur ces espaces macro-régionaux, transnationaux, comme l'espace alpin, le grand sud-ouest européen, la Méditerranée, la Baltique et d'autres. Et puis le transfrontalier qu'on connaît bien, l'Italie-France, France-Italie, France-Suisse et d'autres, Espagne-France, voilà, il y en a un peu partout, qui sont des logiques évidemment d'intervention territoriale. Mais se pose la question finalement de comment on fait le lien, un lien un peu plus opérationnel, qu'on arrête d'être simplement dans l'investissement local ou la coopération de proximité, mais qu'on essaye peut-être de rapprocher l'Europe des territoires. Et cette impulsion finalement, elle se fait par les Scandinaves, plus pragmatiques que nous. Ça a été évoqué, la Baltique, effectivement, les Suédois en partie disent ça suffit, on va arrêter d'attendre que Bruxelles fasse à notre place et on va se mettre autour de la table, entre États d'abord, avec les Russes, pour travailler finalement à ce qu'est l'enjeu commun, d'abord environnemental et de transport, parce que les deux sont liés dans la Baltique, plus des enjeux énergétiques, avec un lien historique qu'il ne faut pas oublier, c'est important y compris pour les Alpes, mais c'est très très éclairant pour la Baltique, c'est que cette coopération, elle se base aussi sur une histoire très très longue, plurimillénaire, ou pluricentenaire en tout cas, qui sont les villes hanséatiques. Et donc effectivement, dans la stratégie baltique, il y a les États, et puis il y a les métropoles, les grandes villes, qui sont présentes dans le débat, qui sont aussi des grands ports, et ce n'est pas un hasard. Donc les Scandinaves lancent cette idée, et cette idée, elle marche, elle nous interpelle dans les Alpes et dans les régions de montagne. Et c'est dès le débat, finalement, dès 2008, avec Raphaël, on s'était retrouvé à Chamonix dans la présidence française de l'Union européenne, comme ce sujet avait traité aussi à Paris dans le cadre d'une grande messe sur la cohésion territoriale. Est-ce que pour traiter des enjeux territoriaux, on ne ferait pas des stratégies macro-régionales comme étaient en train de le faire les Scandinaves ? On en discute, mais finalement, on est un certain nombre d'acteurs européens à Bruxelles, dans les territoires, dans les régions, à s'interroger finalement s'il n'y a pas une opportunité à saisir pour rapprocher cette Europe qu'on dit souvent technocratique. Elle n'est pas forcément beaucoup plus que nos États, voire que nos régions ou nos métropoles, cher Alexandre. Mais en tout cas, effectivement, de se dire cette Europe, on a besoin de la rapprocher de nos enjeux, et elle-même a besoin de se rapprocher de nos enjeux, parce que sinon, elle va se perdre, et on sera tous perdants, finalement, de cet intérêt à travailler tous ensemble à l'échelon d'un continent. Et ça pas passer simplement, mais finalement, comme le rappelait Raphaël, c'est les Bavarois, sur une logique un peu autonome, un peu de force, de mise en force de leur pouvoir politique, qui ont effectivement réussi à construire à Bruxelles, et ce n'est pas un hasard, une conférence expliquant que tout ne passait pas par Berlin pour eux, même dans une logique fédérale, mais que les régions alpines pouvaient avoir, dans le cadre d'une stratégie macro-régionale, des choses à dire directement à l'Europe. Donc c'est effectivement, très clairement, une volonté alpines, des régions alpines, d'asseoir leur pouvoir politique, d'une certaine façon, leur aura politique, leur influence politique, dans un débat européen. La Commission a vu un intérêt stratégique d'essayer de passer outre un petit peu, effectivement, l'enjeu, la prise de débat, de discussion entre les États et la Commission, qui est effectivement, je dirais, la clé du fonctionnement de l'Union européenne encore aujourd'hui. Le Conseil reste, comme je le disais, l'acteur clé du processus. Et la Commission essaye parfois de passer outre. Elle n'y arrive pas. La réalité est effectivement que dans les traités, les choses sont organisées de cette façon-là. Donc c'est un peu toute cette ambiguïté qui fait naître, finalement, dans les années 2000, entre 2011 et 2014,
un processus qui est finalement porté par les États, qui est repris en main par les États, notamment la France, sous l'impulsion de Thierry Repentin, un Savoyard, qui était à l'époque aux Affaires européennes, et qui reprend des idées proposées par les régions et structure finalement un accord qui a été un accord un peu opportuniste, qui a eu un petit peu de chance de se dire l'Europe à 28, elle a besoin de se rapprocher de ses réalités, elle a besoin d'affronter des enjeux tout à fait spécifiques à certains de ces territoires, même si ce sont des macro-territoires. Et il y a besoin aussi de rationaliser un peu les choses. N'oublions pas que dans ces années-là, on s'interroge sur le budget européen, évidemment, sur le budget des États, plus encore, qui sont tous un peu victimes de la crise de 2008-2009, et que les régions montent en puissance. Donc comment est-ce qu'on rationalise tout ça? Donc un des axes forts pour la montée en puissance de la stratégie macro-régionale pour les Alpes, ça a été de dire on va être plus efficace. Et c'est ça, en ça, qu'effectivement, il y a un lien entre l'arc alpin, finalement, et les Alpes, parce que l'arc alpin vivait et vit toujours avec beaucoup de coopération. Et je m'arrête sur cette partie-là, voilà, en disant il y a beaucoup de coopération. Il y a la Convention alpine, il y a le programme Espace alpin, il y a des coopérations de proximité avec des groupes de travail importants sur l'échelon transfrontalier, des espaces de coopération renforcés, des euro-régions. Il y a plein de choses, mais tout ça suit des logiques très différentes. Donc on va essayer de rationaliser et en bonne gouvernance, justement, essayer de donner du sens et des objectifs communs à toutes ces structures en millefeuille. La réalité, c'est qu'on n'y est pas encore. Et qu'effectivement, s'il y a, je dirais, une théorie très positive, une analyse très positive de cette stratégie macro-régionale, il y a aujourd'hui une difficulté assez claire à mettre en place une vraie politique européenne qui s'adapte à l'échelon des territoires. Et c'est d'autant plus vrai que la programmation des fonds européens se fait à peu près entre 6 et 7 ans, et qu'effectivement, on a construit la stratégie macro-régionale au milieu d'une programmation 2014-2020, donc évidemment aucun fonds. C'est les principes, les 3 noms dont on parlait tout à l'heure. Mais même sur les fonds existants, on n'a pas réussi à les rationaliser autour des mêmes objectifs. Et donc l'enjeu à l'avenir, pour la présidence italienne lombarde et la présidence française, ce sera de réussir pour l'après 2021, puisqu'on est en pleine négociation des règlements puis des enveloppes budgétaires, des fonds européens, c'est de rationaliser l'ensemble pour les faire s'orienter sur des objectifs communs, qui sont les objectifs communs définis à l'échelon de la stratégie macro-régionale. J'ajoute à ça, et c'est un élément qui me semble important, c'est qu'évidemment, on est sur un périmètre un peu plus large que ce que la Convention alpine était, qui est très tournée sur la montagne, qui parfois a été d'ailleurs assez mal vécue par les montagnards et les communes de montagne et les territoires de montagne, parce que c'était souvent plutôt de l'intergouvernemental, de l'interministériel, la Convention alpine, très pilotée avec les associations. Donc quand les collectivités locales s'entendaient bien avec les philosophies de certaines associations environnementales, ça se passait bien. Et sinon, effectivement, c'était vécu un peu comme une mise sous cloche des territoires de montagne. Là, on a essayé de dépasser ça, et avec l'enjeu, effectivement, de se dire on partage ensemble quelque chose et des mêmes orientations, mais pas seulement entre territoires de montagne, pas simplement, je dirais, entre la haute montagne et les vallées, mais aussi avec les métropoles. Et c'est un enjeu assez clair et stratégique que de dire ce qui se passe à Grenoble, ce qui se passe à Milan, à Turin, à Munich, à Vienne, intéresse aussi le cœur de nos montagnes et de nos populations. Et je crois que c'est un enjeu assez clair pour les années à venir. Tout à fait. Merci beaucoup. J'avais justement une petite question sous le coude, mais je pense qu'on va peut-être arrêter là de notre côté, de tenir le micro pour proposer une séance d'échange avec l'auditoire. Mais j'avais donc, je la donne quand même, j'avais une petite question sous le coude justement, puisque le périmètre de la Convention alpine était, lui, très centré sur le cœur montagnard de l'arc alpin. À l'initiative des régions, il y a eu effectivement la volonté de pousser cette stratégie macro-régionale en incorporant dans son périmètre, et même à un moment, on parlait de ne pas faire de périmètre, sauf erreur. Il y avait des partisans, n'est-ce pas, de ne pas dessiner de périmètre à cette stratégie macro-régionale, mais en tout cas de prendre en compte les espaces urbains et notamment les grandes métropoles périalpines, Munich, Zurich. Les Alpes ne sont pas très loin, mais elles sont quand même, on ne peut pas dire que les Alpes soient dans Zurich ou que Zurich soit dans les Alpes plutôt. Milan, Marseille, Lyon, Vienne. Voilà, donc un périmètre élargi qui englobe ces métropoles
pour justement révéler l'interdépendance comment dire, naturelle. Je veux dire, la montagne n'a jamais vécu toute seule, ni la ville, et on est bien placé pour le savoir à Grenoble. Donc c'est vrai que cette volonté d'impliquer, ou tout du moins de révéler cette interaction entre les métropoles et le cœur des Alpes a été un des moteurs de la constitution de la stratégie macro-régionale, et on l'a un peu perdu. Voilà. Pour être honnête. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je vois de la stratégie macro-régionale aujourd'hui, on a un peu perdu cet objectif de tisser le lien entre les grands bassins de population urbains et le cœur des Alpes. Espérons, en tout cas, je sais que c'est une des volontés de la présidence française, mais également de la présidence italienne, de proposer de remettre un peu au goût du jour ces interactions au programme de la stratégie macro-régionale. Voilà. Alors, je propose, si vous en êtes d'accord, donc de basculer le micro auprès des participants de cette session, dont je ne doute pas qu'ils doivent avoir quelques interrogations à vous adresser. Merci. Ma question, elle est, et pour nous autres grenoblois, comment tout cela se décline-t-il ? Concrètement, qu'est-ce qui se passe et qui sont les acteurs ? Est-ce que c'est la métro ? Est-ce que c'est Grenoble ? Est-ce que c'est la région ? Est-ce que c'est le département ? Voilà. Je vais vous répondre en tant que président du groupe de travail international du comité de massif. C'est un titre bien pompeux pour quelque chose d'assez simple. Évidemment, ce sont les régions d'abord. Comme ça a été dit par Raphaël, et ce sont les régions qui sont au cœur du processus, qui ont été à l'impulsion, notamment politique, du processus. Donc elles restent encore des acteurs relativement clés du travail. Les États le sont. Et en France, c'est finalement plus le CGET, la future agence de la cohésion des territoires qui est à la manœuvre. Et puis, effectivement, et c'est un peu la nouveauté de ces derniers mois, il y a une intégration qui est sans doute pas encore tout à fait suffisante, mais qui existe, de la métro, notamment par la personne d'Alexandre qui suit sur les questions, je dirais sur la dimension technique de ces questions-là. Et l'enjeu étant aussi d'intégrer les départements, en tout cas les départements les plus alpins, notamment ceux les plus concernés par les dimensions frontalières. L'enjeu aussi, et ça rapproche finalement, c'est pour ça que je vous disais que je vous parlais, je vous répondais en tant que membre du comité de massif, je pense qu'il y a dans la politique française de la montagne, par cette approche par massif, il y avait déjà cette idée de ne pas être simplement sur la zone de montagne, mais d'essayer d'intégrer la zone de Piémont. Et évidemment, Grenoble fait partie du Piémont alpin, ça va sans dire, même si, qui suis de la vallée de Chamonix, vous imaginez bien que je trouve que ça fait loin, mais quand même, évidemment, sans dans les Alpes à Grenoble, et votre ville porte évidemment, à juste titre, le nom de capitale des Alpes, mais je crois qu'effectivement, on avait perdu ça un petit peu. Et Grenoble elle-même, ou la métro, peu importe, finalement, avait un peu perdu ça, pour en avoir discuté pas mal avec certains membres et chercheurs de l'IGA, de l'Institut de géographie alpine. C'est vrai que ce sont des questions que eux-mêmes, les chercheurs, se sont posées à un moment. Est-ce qu'on est presque hors sol dans la logique des... C'est paradoxal, mais dans nos analyses de territoire, est-ce qu'une métropole est finalement un arrière-pays ? Et si oui, quel est-il ? Et évidemment, l'arrière-pays de Grenoble, ce sont les Alpes. Donc, je pense que les métropoles ont toute leur place, et d'autant plus si on veut toucher à des sujets d'enjeux européens. Si on parle d'innovation, on peut parler d'innovation dans mon village, ça me choque pas. Je l'ai défendu à Bruxelles, je continue à le faire localement. Mais je pense qu'évidemment, si on veut être en phase avec les grands débats européens et les grands enjeux budgétaires européens, il faut que les enjeux des métropoles alpines s'identifient comme enjeux alpins. Et donc, c'est important qu'on ait cette logique-là. Et ça sera finalement, ça peut se faire au bénéfice des territoires de montagne également. Donc, je pense que la présence des métropoles, elle sera positive pour tout le monde, parce qu'il vaut mieux vous avoir avec nous autour de la table pour discuter et parler finalement de solidarité amont-aval et aval-amont, que de voir les métropoles devenir un peu hors sol et complètement globalisées sans logique territoriale. Je fais une toute petite parenthèse pour monsieur, effectivement. Donc je suis personnellement, enfin de suivre, hein, je ne suis pas grand-chose d'autre que moi-même, mais donc je suis ces dispositifs du côté de la métropole, et je dirais que alors métropole ou commune ou ville, voilà,
Imaginons que l'intégration communale et métropolitaine soit parfaite et qu'on peut parler des deux indifféremment. Quoi qu'il en soit, je dirais que pour que nos territoires locaux soient partie prenante de ce dispositif, un petit peu à l'écho de ce que vient de dire Nicolas, il faut 2 déclencheurs. Le premier, c'est que la stratégie macro-régionale, et notamment ses partenaires français, nous ouvrent la porte, à savoir le commissariat général à l'égalité des territoires, qui porte le dispositif pour l'État, au niveau national, et donc, comme ça vient d'être rappelé à plusieurs reprises, les régions. Pour être très clair, c'était pas par animosité ou par défiance, mais on n'était pas vraiment invités, en fait, jusqu'à il y a très très peu. C'est plutôt l'imminence, l'approche de cette présidence française de la stratégie macro-régionale qui a invité certains acteurs clés français, et notamment au sein du CGET, mais aussi auprès de la région, à se dire, mais voilà, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Nicolas, il faut qu'on retombe par terre, enfin, faut qu'à un moment on touche le sol, quoi. Il ne faut pas que ça soit que bruxello, municho-viennois, je ne sais quoi. Voilà, à un moment, quand est-ce que ça a du sens pour les gens, voilà. Dont l'intérêt d'aller chercher, et Raphaël l'a expliqué également, des collectivités locales. Donc là, la porte a été ouverte. Ça y est, depuis, je crois que c'était l'année dernière, le président de la métropole a reçu un courrier officiel du commissaire général à l'égalité du territoire pour dire « Cher monsieur Ferrari, nous vous invitons à rentrer sur le terrain avec nous, faire partie de l'équipe ». Évidemment, on n'attendait que ça, donc on a répondu très positivement. Et puis, il faut un deuxième déclencheur, qui est, comme vient de le dire Nicolas, que la collectivité locale se saisisse elle-même aussi, à la fois de cette réalité territoriale montagnarde, propre à notre territoire métropolitain. Et là, je dirais, c'est quand même assez récent, un petit peu comme Brest ou Marseille, un jour, se sont retournés. Se dire, ah oui, effectivement, il y a la mer. Assez paradoxalement, les institutions locales se sont dit, oui, c'est vrai, il y a un moment, il va quand même falloir qu'on s'occupe de la montagne, parce qu'elle est un petit peu partout, quoi. Il y en a 49 communes dans la métropole, 34 sont classées montagne au titre de la loi montagne. Il y a peut-être quelque chose, vraiment, ça nous dit un truc. Donc voilà, je suis volontairement cynique, puisque c'est moi qui m'occupe de ça. Donc, là, le déclencheur, c'est la mise en œuvre progressive d'une politique métropolitaine pour la montagne, laquelle a abouti il y a très peu, puisque le Conseil métropolitain a voté à l'unanimité, le 8 février dernier, une délibération cadre pour la politique montagne métropolitaine, et qui cite explicitement la stratégie de l'Union européenne. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, donner le crédit que vous souhaitez aux délibérations et aux actes votés par nos élus. En tout cas, permettez-moi de croire en tant que fonctionnaire que ça a quand même un sens et une force, puisqu'ensuite, très concrètement, ça veut dire que derrière, il va falloir qu'on y mette les moyens humains et financiers, et évidemment, puisque c'est notre obligation également, de se tourner vers nos administrés et de les faire participer à la vie du territoire. Et quand le territoire dit on veut jouer aussi au niveau macro-régional et au niveau européen, évidemment, il faut qu'on trouve les bons liens pour que vous y participiez. Et nous, on a bon espoir de créer ces liens justement dans le cadre de la présidence française pour faciliter, ou tout du moins... et on fait un peu un forcing, et là, parfois, on est un peu au coude à coude avec les régions et l'État, c'est clair, pour dire, nous, on voudrait, dans l'agenda de la présidence française de la Convention alpine, que la question des relations ville-montagne soit vraiment au cœur. Comme l'a dit Raphaël, les Tyroliens ont principalement axé leur présidence sur la jeunesse. Pour nous, c'est vraiment cette question ville-montagne, des interdépendances ville-montagne, parce qu'on a toujours vécu comme ça ici. Et en plus, si on révélait davantage cette thématique ou cet angle-là au sein de la stratégie macro-régionale, eh bien, on permettrait justement de remettre les pieds par terre et d'arriver sur des problématiques très concrètes d'exploitation forestière sur le territoire de la métro, par exemple. 55% du territoire métropolitain est couvert de forêts. On a un objectif clé de décarbonisation de nos ressources et consommation d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour une métropole d'exploiter du bois sur des communes avec des caractéristiques très particulières, des contraintes de pente, d'exploitation économique, de maintien de
Syrie, voilà. Et ça c'est très concret. Et ça, c'est vrai à Grenoble, mais c'est vrai dans tout un tas d'autres villes alpines. C'est vrai à Bolzano, c'est vrai à Berne, dans les vallées suisses, etc. Monsieur devant. Ah, pardon. Excusez-nous. Il y avait le monsieur derrière avait le micro auparavant. Excusez-nous. Bonjour. Merci pour vos interventions. Il me semble, et vous l'avez dit, qu'un des éléments structurants pour faire pays, ce sont donc les transports, le fait de permettre aux personnes de se rencontrer. Alors, ma question, nous sommes ici dans une région ô combien sensible, quid à propos du TGV, du fameux TAV, sachant que, d'une part, l'un des représentants majeurs aujourd'hui au gouvernement en Italie, M. Salvini, s'y oppose avec la Ligue du Nord et ses alliés. Ah non, pardon, il ne s'y oppose pas, il est favorable et ses alliés de 5 étoiles s'y opposent. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la question. Et évidemment, ça me fait penser, quid de la région Lombardie, que nous savons a été, je ne sais pas actuellement, mais ça a été le berceau de la Ligue du Nord. Voilà, merci. Alors, Raphaël, désolé, hein. Bon, je pense que vous saviez bien que vous n'alliez pas pouvoir passer à côté quand même. Allez, bon courage. Okay. Non, merci. Évidemment, c'est une question à laquelle je peux répondre qu'avec les mots de mon président de la région Lombardie. Donc, c'est une position officielle. On enclenche le traducteur, alors. C'est parti. Non, je ne peux pas répondre sur la question du gouvernement national. Donc, je ne peux pas donner ni mon avis, ni aucun commentaire sur le gouvernement national. Je peux vous donner absolument l'opinion, l'avis de mon président, M. Fontana, qui est président de la région Lombardie, et qui a clairement dit que la TAV, la ligne de grande vitesse Lyon-Turin, c'est une priorité pour la région Lombardie comme pour la région Piémont. Donc l'intérêt des territoires de la Lombardie, évidemment de l'économie aussi de la Lombardie, c'est d'avoir une ligne à grande vitesse qui, évidemment, ne relie pas que Turin-Milan, Lyon ou Lyon-Turin. C'est pour nous, c'est Paris, c'est la France, c'est mettre un couloir définitif entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va au-delà des territoires locaux. Évidemment, avec toutes les précautions, avec les territoires, avec tous les instruments qui donnent la faculté de tenir compte des demandes spécifiques des territoires, mais au niveau de grande échelle, c'est-à-dire du niveau européen, pour la Lombardie, c'est absolument une ligne à faire, à construire. Donc, c'est mon opinion. Je partage l'opinion du président, mais c'est l'opinion de mon président, donc je peux vous répondre de ce point de vue. Nicolas. Oui, sans parler de la politique intérieure italienne, évidemment, je ne me permettrai pas. Mais ceci dit, il faut noter que dans le cadre de la stratégie macro-régionale, cette question n'est pas traitée. On était un certain nombre à estimer qu'effectivement, tant sur la question du Lyon-Turin que du Brenner, qui sont les deux grands corridors où la partie transfrontalière est portée et financée largement par l'Union européenne, il aurait été pertinent qu'on ait un débat tous ensemble, régions, États, collectivités locales, associations, enfin voilà, sur ces deux questions-là, d'autant plus qu'il y avait les Suisses autour de la table et qu'on aurait pu parler effectivement de leur expérience du ferroutage qui semble assez pertinente. Et voilà. Les États, on va dire, parce que pas trop les régions étaient pour, mais les États ont refusé de le mettre dans les sujets de travail de la stratégie macro-régionale. Donc c'est la preuve que ce n'est pas un processus totalement abouti et qu'on n'a pas encore le courage d'y traiter des vraies questions politiques, tous ensemble, collectivement. C'est pour ça que je dis aussi, on est dans la confusion entre gouvernance, on peut discuter, mais quelque part ça n'engage qu'à nous, et on travaille sur un consensus, c'est ça l'objet de la gouvernance, mais on ne décide pas, c'est du gouvernement, et le gouvernement il reste région, État, Europe en fonction. Bon. Et globalement, par contre, ce qui est un élément de réponse à votre question, c'est que la France entend, dans le cadre de la présidence de la Convention alpine qu'elle porte cette année,
mais également sans doute en lien avec, à la suite de la présidence italienne pour la stratégie macro-régionale, mettre la question de la qualité de l'air, notamment, et de la mobilité locale, mais aussi transnationale, voire européenne, au cœur du débat. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu dont il faut parler. Il n'y a pas de sujet tabou, il ne doit pas y avoir de sujet tabou, qu'on soit pour ou contre le Lyon-Turin. Il y a évidemment des enjeux qui nous concernent en tant qu'habitants et en tant qu'acteurs politiques ou associatifs. La Suisse est au cœur de cette région européenne en construction. Elle n'appartient pas à l'Union européenne. Donc, comment imaginer d'intégrer la Suisse, qui est le cœur de cette future région alpine, comment l'intégrer pratiquement? Et qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine déjà? Alors, qui est le plus près de nos amis? Toi, moi, je suis à Haut-Savoyard. Surtout de la vallée de Chamonix, de l'espace Mont-Blanc, je me sens un peu presque valaisan, comme je pourrais me sentir Val-d'Autun. Donc, non, en fait, pour vous dire, ça c'est l'expérience qu'on peut avoir avec Raphaël et Alexandre, c'est que clairement la Suisse a été plutôt moteur de ce processus. La Suisse a commencé à se sentir un peu isolée dans le processus convention alpine parce qu'elle attendait quelque chose de plus pragmatique. Il y a ce côté très fort de la Suisse, évidemment, qui est de dire, voilà, on veut que ça serve à quelque chose, sinon on ne perd pas notre temps. Et voilà. Donc, effectivement, la Suisse a poussé très tôt pour la stratégie macro-régionale, avec un certain, je peux me le permettre parce que j'aime la Suisse, un certain opportunisme politique. C'est-à-dire que cette question, qui n'est pas une question également, une question majeure politique, c'est-à-dire qui n'était pas soumise à certaines votations ou autres sujets du grand débat fédéral ou confédéral suisse, a permis quand même de rester dans l'Union européenne et de travailler avec les institutions européennes sur, non pas une intégration, évidemment non, mais une coopération renforcée sur des grands enjeux environnementaux, transport, économie, 6 comme ça, éducation éventuellement, voilà, formation professionnelle, des choses comme ça, et qu'effectivement la Suisse du coup travaille activement sur ce sujet sans être dans l'Union européenne. Pragmatisme. Je voudrais ajouter encore une chose, mais sur la Suisse, c'est une petite anecdote, si vous voulez, parce que la situation de la Suisse, du point de vue institutionnel, est un peu différente, évidemment, des autres États. Quand nous avons fait la première réunion des stakeholders, la première conférence en décembre 2014, nous, évidemment, on a invité tous les présidents des régions, des 48 régions, parce que théoriquement, il s'agit de 48 régions. Et donc, tous les cantons suisses, on l'a invité, et à un certain moment, on reçoit une réponse du président d'un canton. Je ne veux pas nommer le canton exact, mais un président qui est bien au centre de la Suisse et qui nous dit, mais volontiers, je vous souhaite un grand succès, mais nous, on ne fait pas partie de la stratégie alpine. Et donc ça me pose une question, parce que si vous voulez voir dans les actes, dans les réunions qu'on fait avec la Suisse, il y a le gouvernement fédéral suisse, mais il n'y a pas de canton. Il n'y a que peut-être 1-2 cantons à la fois qui participent et qui, on nous a fait cette précision que les cantons sont libres d'adhérer ou pas à ce que le gouvernement fédéral fait. Donc le gouvernement fédéral ne peut pas impliquer automatiquement les cantons. Donc ça demande une spécifique adhésion des cantons, parce que les cantons ont des constitutions eux-mêmes. Donc ce sont des États, si vous voulez, de ce point de vue. Et donc pour moi, je suis italien, et pour moi c'est inconcevable une chose pareille. Si l'État donne un accord à faire une chose, automatiquement tous les membres de cet État font partie de cet État. Mais ça, c'est une vision évidemment centraliste. Ce n'est pas une vision confédérale comme la vision suisse. Donc là, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre la problématique et la différence architecture institutionnelle. Ça pose évidemment, ce n'est pas un problème de philosophie, c'est un problème réel, parce que nous, on ne sait pas avec qui se communiquer, avec qui parler de la Suisse. Parce que, évidemment, certaines choses, le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de le faire. Donc le pouvoir est dans les cantons. Mais alors, je parle avec quel canton je parle?
Et je dois parler avec quel canton? Les cantons de montagne. Mais alors, s'ils sont, comme en certains points, ça semble que ce sont que les cantons de montagne à avoir adhéré à la stratégie, mais ce n'est pas l'intention de la stratégie. Comme disait Nicolas, le centre de la stratégie, la raison d'être de la stratégie alpine est l'interaction entre les villes, les métropoles et la montagne. Donc, ce n'est pas de tenir la montagne dans un endroit fermé et comme la Convention alpine, qui a des objectifs tout à fait différents. Donc là, c'est un problème, la Suisse, de ce point de vue. Je suis ami de la Suisse, j'ai beaucoup d'amis en Suisse, mais c'est une difficulté qui, ce n'est pas une difficulté philosophique. Je veux dire, ça se traduit immédiatement dans une difficulté opérationnelle. Et donc là, pour donner des résultats aux amis suisses, qui, comme justement dit Nicolas, veulent faire des choses, réaliser des objets, mais là, c'est une difficulté de discussion, de débat entre nous. Merci. Donc, Nicolas me précisait à l'oreille que c'est les Grisons qui jouent le rôle de coordinateur pour les cantons suisses. Ouais. À côté chef de file. Oui, effectivement, on a au départ, effectivement, le canton des Grisons était le canton coordinateur de l'intervention cantonale ou du niveau cantonal dans la stratégie pour la Suisse. C'est vrai que c'est plutôt Berne, avec l'arrêt qui est moteur, qui est motrice en l'occurrence, du processus pour la Suisse, quoi. Alors, il est 15h06, ça nous fait 9 minutes, 10 minutes si on abuse. J'avais d'autres remarques ou questions, remarques notamment peut-être sur l'opportunité que peut constituer cette stratégie macro-régionale alpine pour des pays latins, on va dire, tels que la France ou l'Italie, de prendre un pied et si possible 2 pieds sur l'échiquier des choses alpines qui sont souvent trustées par nos amis germanophones. Mais je pense qu'on l'aura compris, on en a parlé. J'ai peut-être pour conclure, et peut-être une question que je vous adresserai tous les deux, Nicolas et Raphaël, mais aussi à tout le monde. À ma connaissance, alors, je n'ai pas fait le travail nécessaire d'analyse exhaustive, fine, et y passer tous mes week-ends, mais je n'ai pas spécialement identifié à l'échelle mondiale, cette fois-ci, de dispositifs un peu similaires, un peu mous, de construction d'outils transnationaux de coopération. Est-ce que vous en avez connaissance, que ce soit en Asie, en Afrique, n'importe où, voilà. Donc. Oui, moi, j'ai pu participer avec notamment l'Université de Genève, avec Bernard de Barbieux et d'autres universitaires sur cette question de la gouvernance environnementale. Et effectivement, on trouve des exemples relativement similaires, au moins aussi soft, comme tu dis, qui sont bien de la gouvernance, en fait. Là aussi, notamment, un exemple qui me semble assez intéressant, parce qu'en plus, transfrontalier, c'est les grands lacs nord-américains sont gérés avec effectivement une stratégie, ou en tout cas un processus de gouvernance un peu similaire, où les États plus les gouvernements fédéraux se retrouvent pour travailler ensemble sur des grands enjeux, notamment des enjeux environnementaux. Et il y a d'autres processus effectivement un peu du même type, un peu partout dans le monde. Il est certain que, vu la complexité, notamment alpine, on a nous, une densité d'acteurs et des enjeux économiques, sociaux, environnementaux très, très denses sur l'arc alpin. On est peut-être un peu unique d'avoir mis autant de thèmes, même si on voulait les concentrer sur 6 ou quelques-uns comme ça et que ça déborde un peu ou que ce n'est pas très clair, pas toujours assez clair. On a quand même effectivement une densité d'acteurs qui est sans doute un peu unique au monde. Sur les grands lacs, c'est Canada et États-Unis ? Canada et États-Unis, effectivement, avec les 2 gouvernements nationaux ou fédéraux, et effectivement les États concernés, sur des enjeux principalement environnementaux et circulation. Si je peux ajouter Il y a aussi, à niveau très local, avec le micro, liaison entre Jura, entre France et Suisse. Les Jura sont intégrés d'ailleurs dans la stratégie. Oui. Puisque la région Bourgogne-Franche-Comté fait également partie il y a 3 régions françaises, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud,
comme il faut le dire maintenant, et Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté font aussi partie du dispositif. De toute façon, le Jura est un morceau des Préalpes. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Si je peux, Raphaël? Non, je vais ajouter à ça une conclusion du point de vue de la présidence italienne, c'est que je pense que l'enjeu réel, au-delà des projets, des choses qu'on va faire, et des objectifs du plan d'action, c'est ce que disait Nicolas, c'est-à-dire avoir beaucoup de sujets impliqués, beaucoup d'institutions, beaucoup de niveaux, et je pense que c'est peut-être, si vous voulez, une école de démocratie qui pourrait s'établir dans la stratégie alpine. C'est un mot un peu, si vous voulez, un peu grand, un peu excessif peut-être. Mais je pense que dans une situation telle qu'on la voit en Europe maintenant et peut-être dans le monde entier, de défaut de démocratie et de risque pour la démocratie, je pense qu'un exercice presque quotidien de débat et de discussion entre les choses qu'on veut faire et qu'on peut faire ou on ne peut pas faire, de toute façon, ça pourrait être important pour nous approcher et pour avoir une façon différente d'aborder les problèmes. Donc, il y a une chose qui est inscrite dans le plan d'action de la Commission qui fait partie des objectifs de la stratégie, c'est la plateforme des stakeholders. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment et on ne sait pas ce que, effectivement, peut être cette plateforme. Parce que normalement, on imagine maintenant une plateforme informatique, donc un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut faire comme un chat, non? comme WhatsApp ou I don't know, quelque chose de pareil. Mais enfin, c'est une plateforme, c'est quelque chose que la Commission et nous, quand on a écrit ce plan d'action, on imaginait d'avoir une sorte de lieu peut-être non physique, si vous voulez, où mettre ensemble les enjeux, mettre ensemble les différentes voies et peut-être avoir pas une solution, je ne sais pas s'il y a des solutions, des problèmes, mais de toute façon, en discuter, c'est toujours une bonne règle de démocratie. Donc ça peut-être, si on ne veut pas parler des choses à faire pour la stratégie, donc de l'économie verte, je pense que pour être conclusif dans ce point de vue, ce que nos présidences, la présidence italienne et la présidence française peuvent apporter à cette stratégie, c'est peut-être un petit pas dans cette direction. Donc comment impliquer les personnes physiques et les institutions au niveau des territoires. Très bien. Quelqu'un a-t-il une dernière question ou remarque? Sinon, je pense que ces mots assez encourageants, finalement, c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on pourrait conclure en disant que, pour reprendre vos termes, l'exercice macro-régional alpin est une entreprise de construction démocratique européenne. C'est finalement pas mal comme conclusion. Espérons qu'elle réussisse. Pour reprendre la question de monsieur, en tout cas pour ce qui concerne la métropole de Grenoble, mais je sais que le département cherche aussi à prendre sa place autour de la table et on y est quand même aussi très largement favorable parce qu'on travaille beaucoup avec le département et c'est un échelon qui reste indispensable sur ces problématiques. En tout cas, les collectivités de la grande région grenobloise, disons ça comme ça, sont intimement soucieuses, reprenons cette phrase conclusive, d'entretenir et de participer à cet exercice démocratique qui est la région, la macro-région alpine, dans donc une perspective de construction, consolidation européenne. Il est 15h14, j'ai jamais été aussi ponctuel au micro. Il vous reste quelques secondes pour dire quelque chose. J'aime les Alpes. Est-ce qu'il neige ce week-end? Oui. Et sinon, eh ben, merci beaucoup de votre présence. Merci une fois de plus. Merci une fois de plus à Raphaël. Bon courage pour la présidence italo-lombarde.
Non, mais bon courage, vraiment optimiste. Hein. Et puis merci à Nicolas. Alors vous l'avez vu, Nicolas, on avait eu un deal. Il voulait qu'on le présente maire de Servoz et comité de massif. Bon, il se trouve que là, vous l'avez vu, Association européenne des élus de montagne, c'est une autre effectivement casquette de Nicolas, y compris élu de l'intercommunalité chamoniarde. Voilà. Donc merci à vous deux, merci à tous et merci à Grenoble École Management pour le festival de géopolitique.